Bonjour. Une petite vue par une de mes fenêtres du bureau. C'est bien vert. Bonjour. Un ton un petit peu différent de la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Voilà, je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle l'autocensure. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas le loto qu'on censure, c'est quand tu te censures toi-même. C'est-à-dire, soit par respect d'une situation, mais je pense pas qu'on puisse appeler ça de la censure. La censure, c'est vraiment violent, une interdiction morale, physique, une incarcération, je dirais, de l'esprit et de la pensée. Et lorsque je vois, depuis quelque temps, toutes les lois qui sortent de partout, avec que des menaces, ici au Canada, on parle de prison à vie pour un délit de pensée. Prison à vie. Si c'est pas de la menace, parce qu'on imagine bien, en tout cas à l'heure actuelle, qu'on fait quand même une petite différence entre un délit de pensée et un, comment je dirais, un assassin démembreur multirécidiviste. Bon bref, qu'est-ce qu'on fait avec cela alors? Mais néanmoins, vouloir dire un petit peu comment on ressent la situation, une situation qui est faite justement pour nous apeurer, pour nous, comment je dirais, pour nous, pour se moquer de nous, pour nous diminuer moralement, pour nous diviser, enfin, toutes ces situations qui sont nombreuses. On n'a plus le droit d'y réagir, étant donné que ça pourrait devenir très vite un délit. Plus totalitaire que ça, on ne voit pas comment on peut faire plus. Alors, le plus arrive, bien sûr, à travers, grâce d'ailleurs aux événements olympiques français, vont pouvoir mettre en place des systèmes de surveillance de plus en plus pointus. Hein, et puis, bon, tout ça, après, ça va faire boule de neige, puisqu'a priori, la volonté du monde occidental est de mettre toute sa population, toute, je dis bien, toute, hein, ceux qui se croient à l'abri parce qu'ils ont un peu de pognon ou ils ont encore quelques responsabilités administratives, se mettent un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Surtout eux, qui seront certainement les plus convoités par le système, c'est-à-dire les premiers qu'on voudra détruire ou voler leur richesse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Hein. Donc, enfermé dans la petite boîte, tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'on te dit, tu regardes par terre, et puis c'est tout. Après tout, à la limite, dans la forêt où je suis, là, je vais pas avoir de mal à fermer ma gueule, parce qu'ici, je rencontre personne. Donc, c'est la petite fenêtre qui permet, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, qui permet des fois de lâcher un peu la parole. Et je trouve que de pousser la censure au maximum comme ils le font, je pense que c'est favoriser indirectement les pensées les plus extrémistes à se développer, et je pense que c'est le but recherché. Il y a une bonne partie de la population, une grande partie, une partie disons, qui naturellement, culturellement, ne s'oppose jamais aux volontés des pouvoirs et des gouvernements. On peut dire un quart de la population. Après, on a la jeunesse. La jeunesse, par définition, surtout dans le monde occidental, a été éduquée à contester un petit peu l'ordre établi par les parents en vue d'essayer d'établir le leur, ce dont le système profite largement en dépassant leurs attentes, voire même en violant leurs attentes, dans le sens propre et figuré du terme. Et puis après, il y a les gens comme moi, les vieux, quoi, qui n'ont pas perdu la boule, qui ont encore gardé la mémoire, qui ont une certaine culture, et qui savent que l'eau bouille et que le feu brûle.
et qui doivent, moi je le vois quand j'entends parler un peu vaguement, parce que les gens se libèrent pas beaucoup, l'autocensure est là, mais néanmoins, chez les anciens, il y a une bonne partie qui sont prêts à soutenir un événement qui pourrait éventuellement remettre en cause l'ordre nouveau qui s'établit. Ce qui me paraît, moi, complètement à côté aussi, parce que si on en est arrivé là, c'est que justement, il y a bien longtemps qu'on a laissé passer notre chance de ne pas y arriver. Les Occidentaux ont quitté le monde religieux, et tant mieux, mais l'ont pas remplacé par un monde spirituel. Ils sont devenus des consommateurs, des gens totalement endettés par le crédit, qui se retrouvent donc avec ce fait un fil à la patte incroyable. Vous pouvez prendre n'importe quel fonctionnaire à l'heure actuelle. La première des choses qu'on fait quand il rentre, par exemple, prendre les forces de l'ordre nouveau, parce que plus sur un point de vue de quel ordre parle-t-on, hein, étant donné que les deux ordres encore se chevauchent, c'est-à-dire l'ordre de la tradition, l'ordre des pères, et là aujourd'hui le nouvel ordre mondial qui est l'ordre des machines. Et on se dit des fois quand même, quand tu vois des gens qui manifestent pour plus de respect dans les droits, pour avoir plus d'équité dans les ressources, se faire tabasser par des jeunes qui ont 20-25 ans habillés comme des Robocop. Et on se dit, mais pourquoi ils font ça, à la limite? Ils savent très bien que si, à la limite, ces gens arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, ils en profiteraient tout pareil. Et je pense qu'eux aussi sont endettés. Voilà, et j'imagine facilement que le gars en partant au boulot, sa femme, elle lui dit, tu fais pas le compte, écoute bien tes chefs, et les chefs, mais là pour boire le mou, attention, le premier qui a pas dans l'axe, c'est viré. Et donc plus de maison, plus rien. Enfin, imagine, tout est pris comme ça. Voilà. Donc à la fin, tout le monde n'ose plus comment je dirais, exprimer autre chose que ce dont on attend de lui, ou d'elle, bien sûr. C'est ça l'autocensure. Moi, je suis pas sûr d'être doué pour l'autocensure. C'est-à-dire, je fais attention pourtant. Hein, je n'ai pas mis il y a longtemps que j'ai compris que bon, les sites de réinformation que j'utilise d'ailleurs, j'en ai eu, ils ont été fermés très vite, et je parle de ça il y a plus de 20 ans, donc imagine aujourd'hui. Mais il arrive un moment, pourquoi faire? Qu'est-ce que j'aurais à foutre sur Facebook ou autre chose, hein, si quelque part j'ai pas le droit de m'exprimer? Sauf dans un ordre parfaitement défini. J'y réfléchis. Je sais que sur Facebook, j'ai des amis, et surtout mes enfants, qui ne sont pas d'ailleurs, mais bon, qui de temps en temps passent par là et qui de temps en temps peuvent prendre quelques nouvelles. Et quelques amis que je connais depuis longtemps, 10-15 ans, sur cette plateforme. Et puis le reste, quand je vais sur mon Facebook, qu'est-ce qu'il y a? 80% ce qui tourne sur ces pages, c'est les machins que je ne suis pas abonné, que je ne connais pas, de la publicité, des images, tout un tas de trucs. Tu as l'impression de lire un magazine de salle d'attente chez le médecin des années 80, quoi. Tu as des tas de trucs. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Donc, il est temps peut-être pour moi de quitter définitivement ces plateformes, l'Internet. Moi, ce que je veux faire, c'est me concentrer sur la photo et écrire un livre, si je reste le temps. C'est un peu ça mon projet à court terme. De toute façon, ce que je peux dire, c'est que ce que je constate actuellement, il suffit d'écouter un peu. C'est un génocide, mais non, c'est pas un génocide. Bon, bref. L'autre, il y en a un président qui va se présenter, on l'accuse d'avoir filé du fric à une pute. Oh, ah bon? Et puis il y en a un autre qui assassine à tour de bras et qu'on trouve scandaleux, quelque part, qu'on puisse l'accuser de quelque chose. Quand on en arrive là, qu'on arrive à ces... Je suis pas le seul, je me doute bien qu'il y a un paquet de gens qui observent les choses de cette manière. J'ai pris 2 exemples, mais bon, je ne peux pas rentrer dans le détail en plus.
Mais c'est que ça, on n'entend que ça, hein, que des trucs qui fait qu'à un moment, faut plus écouter du tout. Du tout, du tout, du tout. De toute façon, j'ai jamais écouté ces merdes. Toutes ces infos, je les ai que par les sites de réinformation auxquels que je suis, un 3-4, plus peut-être une vingtaine de personnes en qui je fais confiance depuis longtemps pour aller rechercher auprès d'eux peut-être un type d'information. Je peux très bien m'en passer, il n'y a aucun problème. Donc, de croire que en nous interdisant de nous exprimer, je vais commencer à aller voir les chaînes de merde que j'ai jamais regardées pour essayer de savoir ce qu'il en est. Tout d'un coup, je vais croire que les gens, ce qu'on appelle des journalopes, l'expression de Soral, assez juste, c'est soit journaliste, soit c'est une pute ou un chômeur. C'est-à-dire, soit il accepte de faire le boulot qu'on lui dit de faire pour le patron qui l'embauche, et il rapportera l'information parfaitement formatée, en ayant parfaitement conscience qu'il dit n'importe quoi. Et encore, à la longue, à un moment, c'est à force d'évoluer qu'avec des gens qui s'expriment comme toi dans un milieu unique, pas impossible qu'à la fin tu commences à croire à tes conneries, hein, ça c'est évident. Je pense que c'est humain, comme je pense en plus que ces gens-là, en grande partie, sont d'un niveau intellectuel très bas, culturel encore pire. Pour une bonne partie sont des crétins, qui ont un gros ego en général. Parce qu'en France, il y en a un qui est célèbre, je ne vais pas donner son nom, mais parce que j'ai entendu parler de ses critiques à l'époque des Gilets jaunes. Le mec, c'était un vendeur de voitures. Très bonne qualité pour être journalope. Tu sais vendre des bagnoles d'occasion, pas avoir de mal à refourguer un petit peu n'importe quel, je dirais, info, même si tu sais qu'elle est pourrie. Quoi. Bon, c'est de cet ordre-là. Je parle dans le monde occidental. Je vois dans les pays, je ne vais pas parler encore des BRICS, parce que même si je suis allé chez eux, là, alors on dit, oui, regarde, c'est les Russes, les Chinois. Je crois que les Chinois, ils sont déjà dans la boîte, non? Il me semble que le contrôle numérique de la population chinoise est en grande partie effectif. La seule différence, et ça je tiens à l'exprimer, c'est que, je dirais, le contrôle dur et sévère de l'État chinois s'est fait sur une population qui venait d'un monde ultra-violent. C'est-à-dire que lorsque Mao Tse-tung a pris le pouvoir, peut-être pas dire quand même, mais c'est pas si vieux que ça non plus, ça a été avec des massacres de populations paysannes énormes. Et surtout avec beaucoup d'intellectuels, tout ça a été. On parle de 80, j'ai entendu parler de 80 millions de personnes assassinées durant 20 millions durant la marche jaune, etc. etc. Donc c'est une population qui était exsangue, qui avait un niveau économique qui n'avait pas. Et tout d'un coup, il y a un système totalitaire qui se met en place, qui était déjà là, le système communiste, le Parti communiste, et qui tout d'un coup propose à l'ensemble de la population, moyennant vous fermez vos gueules, vous faites ce qu'on vous dit, une augmentation de leur niveau de vie pour au moins la moitié d'entre eux. Et ça a été net. Donc on peut comprendre que dans la population chinoise, il a été plus facile, certainement, d'accepter le pouvoir totalitaire du Parti communiste, parce qu'ils y ont trouvé un intérêt immédiatement. Ils ont pu commencer à consommer, avoir un niveau de vie, et puis devenir la première puissance du monde aujourd'hui, incontestablement et de loin. Sans parler qu'en plus, en termes moral, pas trop rentrer dans le détail, je ne suis pas un spécialiste de ça non plus, mais il me semble que le Parti communiste est certainement beaucoup plus moral que beaucoup d'autres partis dans le monde entier. Voilà. Donc, néanmoins, c'est un peuple, une population qui est sous contrôle et qui s'est habitué à ça. Je ne vais pas excuser pour autant, mais c'est comme ça, c'est ainsi. En Occident, les gens ont été élevés aux idées des années 70. Il est interdit d'interdire. Truc plus débile et tordu que ça. Pourtant, c'est de là que viennent beaucoup des cadres et des gens de mon âge, un peu plus âgés d'ailleurs, qui ont mené, je dirais, depuis les années 70 à aujourd'hui, le monde à la catastrophe dans laquelle on est maintenant.
Oui, ces gens-là ont travaillé pour eux, ils ont créé ce monde pour eux, avec leurs idées à eux, sans se rendre compte qu'ils sciaient la branche sur laquelle les vertus humaines se reposaient. Faut foutre les gens, sortir les gens des églises, bravo, bravo, bravo. Rendre les femmes totalement indépendantes, bravo, bravo, bravo. Consommer à outrance, se soigner, se faire transformer, se prendre des pilules pour plein de choses comme étant mal à la tête, puis pas la tête, mal au cul, puis le cul, mal aux yeux, mal pilule, pilule, pilule. Et puis petit à petit, tout cet amoncellement dont j'ai participé moi aussi, hein, comment il pouvait en être autrement? Je suis français, je viens d'un monde où on nous a expliqué tout petit qu'il va falloir aller se battre encore à nouveau dans la guerre qui venait de faire 100 millions de morts en 1945. Beaucoup de Russes d'ailleurs, hein, très peu d'Américains. Hein, ouais, non, mais s'il faut remettre les choses dans l'histoire, ceux qui ont oublié, tant pis. Et si on veut même parler des Russes, on peut même dire quel genre de Russes. Mais bon, pas encore rentrer là-dedans, tellement tout est mauvais et mensonger. Mais je comprends à qui c'est destiné tout ça. Oui, comme je disais, donc cette guerre que 39-45, qui aurait largement pu être évitée, ça dès 14-18, mais que c'était pas le but, puisque le but de cette guerre était de détruire la paysannerie, c'est clair, de détruire la paysannerie de manière à amener la mécanisation dans les campagnes. Et pas oublier que construire un tracteur ou un char d'assaut, c'est exactement le même type d'usine. Hein, tu changes la disquette et hop, ça passe. Voilà, les outils sont là, les machines sont là pour faire des ronds, des carrés, des longs, machin. C'est la même industrie. Et évidemment, quand on est dans une industrie de guerre qui se transforme en une industrie pas agricole, disons ça comme ça, regardez bien un peu ce qui se passe. Hein. C'est l'industrie des moteurs, c'est l'industrie des grosses machines. Donc après, il faut faire des espaces et pour que ça tourne. Hein. Moi, j'ai connu quand même la campagne dans le temps avec des chevaux. Hein, les rangs de vignes étaient faits pour recevoir un cheval avec une charrue, un soc. Hein, euh, partout, hein, d'ailleurs, les chemins à la campagne permettaient de faire tourner un tombereau à deux roues. Hein, c'est-à-dire, après, tout d'un coup, il a fallu passer à des tracteurs, rien que pour faire tourner. Bon, bref, il a fallu changer tout ça. Donc, on a créé le remembrement. Mais après la guerre, hein, on a déjà tué une bonne partie de la paysannerie. Pas française, hein, vraiment. Les paysans français sont retrouvés à aller travailler chez les Allemands. Oui, oui, oui. Hein, on appelait ça le STO, service du travail obligatoire, dont mon oncle nourricier, parce que moi j'étais élevé par... J'ai eu une période, pendant 4 ans, j'ai été élevé par des paysans, certainement une des plus belles années de ma vie, je crois. Hein. Mais dont le monsieur qui appelait mon oncle, moi je l'appelais pas d'ailleurs, on va dire, hein, un brave type, hein, lui il a fait 3 ans de STO, je crois. Service de travail obligatoire, dans une ferme en Allemagne, en Bavière, je crois. Alors que chez lui, ici, la ferme où j'étais, là, ben, c'est les femmes, donc son épouse et sa mère, qui essayaient de produire ce qu'ils pouvaient produire, en ayant l'obligation, en plus, de nourrir les Allemands qui étaient sur place. Hein, c'est ça la guerre. Hein. Et donc, moi j'ai été élevé quand même dans cette vision de l'allemand, le schleu, le boche, bref, des gens qui ça allait recommencer. Quoi. Il y avait des frustrations énormes. Mais la mécanisation, le remembrement, en fin de compte, c'était la disparition de tous les petits. Vraiment les petits, le mec qui avait une vache ou deux, un cheval, qui avait 5 hectares de terre en 10-15 parcelles. C'était ça, en fin de compte. Hein. Qui habitait une petite masure qu'on appelait fermette, même. Bon. Et eux, ils n'avaient aucune chance. Donc, ils se sont fait dégager en se faisant racheter. C'est à l'époque, d'ailleurs, du remembrement, ça a duré longtemps quand même, hein, où il fallait faire attention quand on allait à la chasse. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'accidents de chasse. Ouais, mal réglé son fusil. Ah ben, j'ai cru que c'était un sanglier. Boum. Eh oui. Hein, on sortait d'une population traumatisée par la guerre, qui ont vu des choses
que n'importe quel humain ne devrait jamais voir. Bref, les années 70, en France, dans le monde occidental, c'est la sortie de ça. C'est aussi les grands industriels, les grandes familles qui ont fait tout pour que cette guerre dure dans le temps jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs objectifs. Ont eu besoin, juste après, de lâcher un peu mettre la pédale douce, redonner le pouvoir au peuple, mais dans un environnement que eux, à nouveau, avaient reformaté. Donc on a vécu, on va dire, des années 50 aux années 70-80. Je crois qu'on a appelé ça les 30 glorieuses en France. Une période où on a eu le sentiment que la liberté était possible. Et du coup, de cette liberté, on a fait quoi? On a profité pour fuir en courant les églises, à dire aux curés, alors c'est vrai, tous ces pédophiles, parce qu'il y en a quand même, quand plus j'y réfléchis, ayant vécu avec eux quand même, oui, c'est un milieu de PD, c'est pas compliqué, être pédophile. Il y a plein de traditions religieuses qui permettent à un prêtre d'aller sucer le sexe d'un petit enfant pour lui enlever le mal, le mal. Avec un accent circonflexe, si on veut, ouais, c'est le même. Et ça vient d'une tradition, d'accord, qu'on retrouve ailleurs. Bon, bref. Peut-être que comment je dirais, ceux qui disaient, ouais, faut pas tromper votre mari, badadi, badada, aux femmes, c'est beaucoup les femmes qui ont été, comment je dirais, abusées par les prêtres. Eux se gênaient pas pour aller tripoter les petits enfants de cœur dont j'ai fait partie. Etc., etc. Je témoigne. D'ailleurs, j'ai fait une procédure judiciaire que j'ai gagnée à ce titre-là. Oui, il y avait certainement nécessaire à sortir de là, mais on a remplacé ça par quoi? Aucune spiritualité n'est sortie de là-dedans. Rien. On a remplacé ça par l'argent, la consommation, et puis aujourd'hui le sexe. Allez, voilà. En gros, les nouveaux dieux d'aujourd'hui, t'as l'argent, le cul, la science. La science qui te raconte des trucs, le scientifique. Il y a eu un commencement et il y a eu une fin. Ah ouais? La notion d'éternité chez eux, c'est un truc, ils ont du mal avec les calculettes. Pourtant, il y a bien marqué la plus infinie là. Dans vos chiffres bidons là, complètement stupides et que vous qui comprenez entre vous là, pour nous faire croire que de là à là, il y a 4000 années-lumière, mais c'est quoi ce discours de machine à machine? On s'en fout. Bref, c'est la nouvelle science d'aujourd'hui, c'est la nouvelle religion d'aujourd'hui, la science. Les gens en blouse blanche, tu sais, là, ceux qui arrivent en tour d'eau avec une pile, c'est pour ta santé, tac, voilà, la science. Après, qui nous racontent qu'on peut vaincre la mort. Ouh, c'est formidable, ça. Si on peut vaincre la mort, on n'a plus de fin, comment, bon, c'est très impressionnant. Bref, c'est la religion d'aujourd'hui, avec la carte de crédit, et le sexe. Le sexe animal, c'est-à-dire le sexe dégueulasse, sale, sans aucune idée de conception. Mais c'est où, là? On fait plus d'enfants? Ah, les scientifiques, non, on peut. Maintenant, on met dans une boîte, tu te branles un peu, 3 gouttes, un sérum. Toujours dit ça, et attention. L'idée de faire des enfants artificiels, c'est avant tout tuer la mère. Pas le père. La mère. C'est ce que les scientifiques essayent de faire. Oui, pas avec ces idées. Ils disent non, nous on essaie d'améliorer, comprenez. On a des prématurés aujourd'hui de 5 mois. Puis on arrive à les amener à terme, pas dans quelles conditions, mais 4 mois, c'est un peu juste encore. Comme et bon, il y a une petite période encore de 3 semaines où ça ne fonctionne pas. La science. Le problème, c'est que cette science, elle vient remplir l'esprit et les pensées de nos jeunes générations. Mieux que ça, on leur propose de faire des diplômes, des plom-plom importants, avec des vrais budgets et des vrais salaires. Aujourd'hui, un ingénieur biologiste qui rentre dans une grande université qui a comme mission de supprimer la mort peut espérer toucher 200 ou 300 000 $ par an. Même plus.
Donc tout de suite, hop, gamin, parce que papa était comme ça, était ingénieur mécanicien, il a travaillé. Il dit à ses enfants, bah, il faut prendre ce genre d'études. Donc on voit bien qu'il y a tout un système qui se met en route, même si au départ, on sait que l'équation est complètement débile. Donc, on est rentré dans cette ère-là. Cette ère qui a fait qu'aujourd'hui, on a des tas d'agriculteurs qui sont sur les routes, là, vraiment en train de pleurer, alors qu'il y a quand même 40 ans qu'on leur avait dit que c'est pas la bonne voie qu'ils faisaient. Hein, les paysans, moi je me rappelle de M. Bonnet, donc pendant touricier, lorsque j'ai habité chez lui, il a eu, par le plan Marshall, il y a eu des aides à un moment, des aides, même je pense que ça a été gratuit plus ou moins, je ne pourrais pas dire, je ne me rappelle plus tout, un tracteur. Et je me rappelle, il y a eu un tracteur, pas américain, là, encore nous on avait des trucs encore un peu en France, ça n'a pas duré longtemps, c'est un Renault des 30 ans, d'un 30 chevaux. Mais bon, déjà arrivé Ford, Massey Ferguson, etc. Et aujourd'hui, on peut regarder que l'essentiel des machines agricoles sont toutes américaines. Mais lui, quand on lui a amené son tracteur, il a mis 2 ans avant de commencer à vraiment s'en servir. Il était en Lagrange, sur une couverture, il faisait péter de temps en temps. C'était des grosses machines, enfin gros, il n'était pas gros, mais c'est très impressionnant quand même. On était à l'époque encore avec des batteuses mobiles. C'était l'électricité fournissait dans les fermes, comment dirais, le courant pour entraîner des courroies, des grosses roues, des grosses roues en bois, des trucs énormes sur lesquels on les reliait entre elles avec des grandes courroies assez larges. Et c'est comme ça qu'on arrivait à entraîner des machines, quoi. Et donc, moi, j'ai eu la mission, quand j'étais petit, j'avais peur de ça, j'aimais pas, jamais trop. Avec un bout de bois, j'étais là pour repousser la grosse courroie, un peu pour la remettre bien sur le. J'aimais pas ça, j'ai toujours peur que ça casse. On sait jamais casser, mais quand même, j'étais pas rassuré. Faisait un bruit d'enfer. Bref, il y avait quand même un peu de mécanisation, mais la batteuse mobile, ceux qui ont connu ça, c'est la machine qui se déplaçait de ferme en ferme. Hein, et tout le monde travaillait ensemble à l'époque. Tous les fermiers moissonnaient ensemble, battaient ensemble, récoltaient ensemble, parce qu'on était encore du monde où on considérait qu'on ne devait pas privatiser les besoins vitaux de l'humain. Ça paraissait. Donc on était du monde qui sortait, qu'on appelait les communaux, c'est devenu les communes. Et les communaux, c'était l'époque des rois. On parle des serfs. Les serfs, c'était une sorte de paysans sans terre, sans être propriétaires des terres. Souvent, ce sont des gens qui exploitaient des terres du seigneur local, qui était souvent lui-même un paysan, et qui était souvent aristocrate, très souvent. Voilà. Et en sachant que tout appartenait au roi, c'est le royaume de France. Donc, je ne sais plus pourquoi je digresse beaucoup, mais juste pour dire, je voulais arriver à ça un petit peu, que je viens des années 70, où tout d'un coup on a voulu rejeter tous ces savoirs, toutes ces connaissances anciennes, tous ces équilibres que nos ancêtres avaient mis en place pour faire venir la machine, qui elle, évidemment, n'allait pas du tout respecter la volonté de chacun, mais la volonté du propriétaire de la machine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à arriver à faire des exploitations agricoles de plus en plus grandes. En Touraine, en France, aujourd'hui 400 hectares, c'est pas rare en exploitation. Quand j'étais enfant, 40 hectares. Bon, il y avait des propriétés, des grandes propriétés forestières, mais même 100 hectares, c'était déjà chez le gros paysan. Un mec qui avait 10 chevaux, 15 bœufs, et il y avait 50 à 80 personnes qui bossaient sur la ferme. Et puis là, on est arrivé aujourd'hui à 400 000 hectares en exploitation, avec des tracteurs de 600 chevaux, des charrues de 11 socs, 12 socs. Enfin bref, toute l'ingénierie militaire s'est mise au service de l'ingénierie agricole. Pour faire quoi? 1, 2, 3. De la merde. Des produits dégueulasses. Ils ont tué la terre eux-mêmes. Ils ont tué la terre de leurs parents, de leurs grands-parents eux-mêmes. À coup d'engrais, d'intrants, ils ont tout détruit. Et aujourd'hui,
puisque le système était simple, hein, on te donne les outils pour puis une fois que c'est en place, ben comme d'hab, les plus puissants d'entre eux vont pouvoir bénéficier à nouveau de la structure globale, et tous ceux qui avaient des grosses machines, gros trucs, mais qui n'ont pas réussi à franchir le cap d'équilibre puisqu'ils montaient de plus en plus, eh ben c'est eux qu'on retrouve sur les routes, en train de pleurer, en train de dire aidez-nous, on n'y arrive plus. Pourquoi je veux revenir à ça? C'est pour dire que ce qu'on vit aujourd'hui, on doit passer par là. On est allé trop loin partout. L'individualisme forcené. Pourtant, le monde agricole, c'était un monde collectiviste. Un rappel du temps de quand j'étais enfant. J'ai fait des études agricoles moi-même. Je voulais être paysan. Je voulais me laisser une chance de devenir paysan. Et puis, ils m'ont foutu dans le maïs, tout ça. Bon, là, j'ai vite lâché le truc. Mais c'est ce que je voulais, parce que j'aimais l'esprit du GAEC à l'époque. Un groupement agricole d'économie, c'est GAEC, quoi. Après, ils ont mis la coopérative, un truc un peu nouveau, là. Mais bon, présenté avec l'idée communiste, puis les communistes ont pris le pouvoir après la dernière guerre mondiale, c'est eux qui ont fait la transition, qu'on trahit tout le monde, en fin de compte, qu'on fait la transition entre je dirais, le collectif et... Ben, c'est le paradoxe, hein, c'est quand même les communistes qui ont laissé la place au capitalisme et à l'ultra-capitalisme libéral d'aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gars qui sont plus capables de payer leur machine, parce que les crédits, ça tombe tous les mois, et qui ne pourront jamais développer la surface qu'il leur faudrait pour pouvoir passer à l'équilibre, donc à l'équilibre. Ce que eux ont fait eux-mêmes lors des remembrements précédents, eux ou leurs parents, qui ont réussi sachant qu'il fallait plus 30 hectares, mais il en fallait 400, ont réussi petit à petit, au bout d'une génération, d'efforts, de travail, à faire ces plateformes qui aujourd'hui ne sont pas rentables, parce qu'elles ne seraient rentables que si tu en avais 3000 ou 4000. C'est tout le temps comme ça que ça avance. Et pour produire quoi? De la RDE, qui est responsable de tas de maladies que développent les humains, dont la première d'entre elles, la dépression. Bien sûr que l'alimentation dégueulasse génère aussi, travaille aussi sur la psychologie des gens. C'est évident, c'est évident. Ils ne pas bouffer du poison et des tas de trucs. Et ils ont tué la terre. Il n'y avait plus de viande, plus rien. Et ça, dans tous les aspects économiques du monde. La forêt, regardons les forêts. On a une forêt encore, il y a encore des forêts un peu, entre guillemets, primaires. Il y en a encore quelques-unes. Mais ici, là, au Canada, la forêt, vu l'avion, ça ressemble à du gazon, de la pelouse, où il y a des machines énormes aujourd'hui qui arrivent, qui te coupent 4 arbres en 10 secondes, 20 secondes, pour charger, tac. Comme sur les jeux vidéo, pareil. Et quand vous allez dans ces forêts, qui brûlent d'ailleurs, oui, c'est des accidents, bien sûr. Il n'y a rien qui vit là-dedans. Il n'y a rien. Moi, qui suis ramasseur de champignons, j'en ai fait l'expérience plus d'une fois. Quand tu rentres dans les forêts d'épinettes ou du genre d'arbres de ce genre, qui sont jolis d'ailleurs individuellement, il n'y a rien contre ces arbres. Mais plantés côte à côte, dans le but de faire du fût et rien d'autre, eh ben, il n'y a aucune diversité d'essence, et donc il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a rien qui court au sol. C'est froid là-dessous. C'est gris. Ils ont tué encore la forêt. La mer, c'est pas trop usine. On parle de filets de 600 km de long. 600 km de long. Un Paris-Toulouse. Un filet. J'ai vu sur des vidéos des coups de filet. Le plus gros, c'est 280 tonnes. 280 tonnes de merlan, de petits poissons. 280 tonnes de poissons. Un coup de filet. Moi, ça me fait pleurer quand je vois ça. Quand je vois qu'on est arrivé à ça, pour bouffer du poisson dans des boîtes de conserve sur lesquelles il y a marqué thon. Tout, ils ont tout sali. Qui ça, ils? Ceux qui pilotent ça. Et depuis longtemps, c'est les mêmes.
ceux qui créent les guerres, qui les arrêtent, en poussant les populations à faire ce qu'ils veulent. Quand les populations ont enfin réussi à se régénérer à nouveau, constamment. Et là, je viens d'apprendre, bon, vrai ou pas vrai, peu importe, mais ça me paraissait, j'ai envie de le dire, parce que ça me paraît équilibré, qu'il paraîtrait que tous les présidents américains descendraient tous, auraient tous une source familiale commune. Et que cette source familiale commune viendrait d'un roi, le roi Plantagenet de 1215. Et qu'une gamine aurait fait comment on appelle ça, des arbres géologiques recoupés. Bon bref, histoire comment j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi je l'ai retenu ça? Parce qu'à vrai dire, à la limite, je veux mal rentrer dans ma vision de l'organisation de ce monde. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant parce que ce monde souffrant de négrier, je dis bien de négrier, s'est appuyé longtemps sur des pouvoirs religieux et autres afin de le faire perdurer. Et j'ai du mal à imaginer une seule seconde que des rois ou la royauté ait pu disparaître. Non. Je pense que ce monde est piloté toujours par une élite qui... Alors peut-être l'élite de l'élite, sûrement d'ailleurs, qui se ne considère pas comme... qui se considèrent peut-être eux comme des humains et nous pas du tout comme tels. Peu importe, mais ce sont des gens qui se disent être la race supérieure, l'élite. Et qui au fil des histoires, de mariage, de machin, de trucs, de divorce, de je ne sais trop quoi, ont continué à faire perdurer sur notre planète un monde de souffrance. Oui. Un monde de souffrance et de simili-liberté. Aujourd'hui, ça pète à la gueule de tout le monde. Tout le monde le voit, mais de façon manifeste. Il n'y a même pas de limite à tout ça. On voit que on peut remonter toutes nos histoires. Peut-être que moi, j'ai toujours pensé que le temps des cathédrales, c'est quand même une époque. On parle de bas Moyen-Âge en Europe, par exemple. Et je me dis que une société ne va pas construire des monuments de ce genre, aussi gigantesques, qui coûtent aussi cher, à l'époque, en pleine guerre. C'est souvent les périodes de paix, les périodes d'offrande, quelque chose de grand. Les cathédrales servaient à ça. Donc, en Europe, il en a été construit près de 250, une période de 400 ans à peu près. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on nous a appris à l'enfance, on appelait ça le Moyen-Âge, on a toujours dit que c'était obscur. C'est l'époque des gens qui mangeaient de la terre, quoi, en gros, qui vivaient tout nus dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que c'est des périodes, au contraire, qui ont été fastes pour l'humanité. Grâce à ces œuvres gigantesques, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les rois, les puissants, développaient l'économie de leur nation, de leur pays, leur peuple, comme ça s'appelait, par la réalisation d'œuvres, comme des châteaux, des grands châteaux. Alors, ils arrivaient dans une région, la Touraine, d'où je suis originaire, en France, a été, dès le XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, même avant, on construit des châteaux gigantesques. François Ier a été un grand bâtisseur. Je crois qu'il a construit Chambord, Chenonceau, Dame de Poitiers, mais enfin bref. Et il y a eu les cathédrales. Les cathédrales, ça faisait travailler les gens locaux en développant leur talent. L'artisanat de pointe, haute école. C'est là où sont apparus d'ailleurs les francs-maçonneries, qui sont ni plus ni moins des écoles, des familles d'artisans qui, voulant protéger à tout prix leur savoir, qui leur donnait une vraie qualité d'œuvre, se vivaient entre eux, en fin de compte. Jusqu'au jour où ils n'ont pas pu maintenir ce niveau d'équilibre nécessaire. C'est bien beau de payer la santé à tout le monde, l'école, c'est comme ça que ça se passait. Et en face, il y en a qui ont calculé différemment. Et ils ont dû un jour faire rentrer la banque. On n'arrive plus à payer, vous pouvez nous prêter? Bon, oui, bien sûr, pas de problème. Vous n'avez même pas de nous rembourser d'ailleurs. Cette chose qu'on veut, c'est un siège. Avec vous, là, on va être là. On veut voir quand même, on prête l'argent, c'est normal qu'on regarde ce que vous en faites. Et puis on en est là aujourd'hui, on est arrivé à une autre franc-maçonnerie qui n'est ni française ni maçonne,
hein, on va bien dire d'accord, et qui veut reconstruire, lui, le temple, là-bas, à Jérusalem. Ah bon? C'est le seul... Ah bon, bref, voilà, je ferme la parenthèse, tellement je trouve ça un peu drôle. Drôle. Quand on regarde un petit peu tous ces événements, je m'aperçois qu'il y a une période, c'est quand même bizarre que tout d'un coup, des êtres humains se décident, certains, à coloniser les autres, à les réduire à l'état d'esclavage, ce qui est le cas de la 90. Alors moi, je vais vous donner ma définition de l'esclavage, si ça ne gêne pas, comme ça, ça va être plus clair. Je pense qu'en esclavage, c'est à partir du moment où les moyens de production que tu as ne te permettent pas de t'en affranchir, tu es en esclavage. C'est-à-dire, en gros, 85 ou 10% de la population. Alors, il y en a comme tu es vrai qu'il y a des esclaves qui sont certainement beaucoup mieux logés que d'autres. Il y a même des esclaves qui ont des esclaves. Qui ont même des esclaves d'ailleurs. Et qui ont peut-être encore même des esclaves. Hein, on a des appellent ça intouchables. Et le premier négrier, ils appellent ça Moraman. Il est bien le Moraman. Hein. Et l'intouchable, il n'y a pas de pour, hein, mais bon, la vie prochaine, ça sera super. Il va pouvoir, puis dans 3-4 vies, il sera Brahman à son tour. Et arrive un moment, on devrait commencer des fois la vie parce qu'on sait lorsqu'on est prêt à la quitter. Voilà. Ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, ce que j'ai compris. Et j'arrive, ma vision là, c'est 70 ans quand même. Encore 3 années, mais bon, pour moi c'est ça le repère. Il y a une période quand on est jeune, on ne pense pas un jour à avoir 70 ans, hein, on est d'accord? On ne pense même pas ce que c'est que 70 ans. Déjà, quand tu as 15 ans, tu regardes un type qui a 40 ans, c'est un vieillard, pour te imaginer bien le reste. Mais, je digresse, mais bon, j'essaie toujours rester à mon âge, je prends pas de notes, vous savez toujours. Donc je me mets devant la caméra, puis je laisse aller un petit peu. Mais du coup, ça m'aiderait bien de reprendre mon film que j'ai perdu, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'au départ, voilà, cette vidéo, je l'ai faite sur l'autocensure. Et donc, j'essaie d'y arriver. Voilà. C'est-à-dire à travers tout ce que je vous ai exprimé, à travers ce qu'on nous dit aujourd'hui, oui, mais c'était mieux avant, mais avant pour qui et pourquoi? Et pour arriver à cette conclusion que ce monde occidental est né d'une même source, une source de négriers. Et peut-être que l'idée que tous les présidents américains descendent de la même origine familiale, mais pourquoi pas? Pour la limite, c'est la même politique qu'ils mènent depuis longtemps. Hein. Et qui viennent tous d'Occident. Puisque les peuples autochtones d'ici, ils ont tous été massacrés. Hein. Les Anglais étaient très bons pour ça. Hein. Les Français ont essayé de faire un peu différemment, mais ils ont bien massacré aussi. Hein. Faut quand même aussi qu'on va chercher des raisons de tuer les autres. Comme ça, pour son propre service, c'est parce que tu n'as aucune considération pour la vie de l'autre. L'autre, c'est rien. C'est rien. Il n'y a pas de bien, donc il est mal. Pas compliqué. Et le bien, pour eux, c'est l'avoir. Avoir du bien. C'est pas être bien. Hein, chez eux, c'est avoir du bien. D'où c'est que ça vient, ça? D'où c'est que ça vient que... Ben, pourquoi pas, imite une sorte d'un qui disent les extraterrestres. Ah ben, les extraterrestres qui arrivent, là, évidemment, tellement confortables. C'est toujours ailleurs. Hein. Alors, ouais, j'ai encore entendu parler de trucs incroyables. Moi, j'y crois aux extraterrestres. Ouais. La seule différence, c'est que pour moi, ce sont des humains. Ah. Mais qui dit? Qui dit, le gars? Des humains qui fabriquent les machines et qu'on prend pour des soucoupes? Oh, peut-être celle-ci, oui. Mais pourquoi on n'imaginerait pas assez facilement? Je vous dire, l'humanité, elle n'est pas à son coup d'essai, là, hein, sur Terre. Elle a eu d'autres tentatives, elle a eu d'autres réussites et certainement d'autres échecs. Et certainement qu'il est arrivé un moment que l'humanité, peut-être moins nombreuse, donc plus sage, a eu le temps d'apprendre à vivre avec notre planète, avec son environnement, et a appris peut-être 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, on ne sait rien,
a appris à s'affranchir de la planète durant un temps donné, à travers cette possibilité de partir dans l'espace, vivre, pourquoi pas, là j'ai entendu parler qu'il y avait regardé une vidéo l'autre jour, là, une photo d'un... Ah oui, c'était pendant la mission Apollo 13, cette mission qui a avorté mais qui a réussi en même temps. Enfin bref, ceux qui connaissent, renseignez-vous, c'est marrant d'ailleurs. On fait un très beau film là-dessus, avec le pédophile Tom Hanks, que j'adore comme acteur, mais bon, je savais pas qu'il était pédo à ce point-là. Bref, peu importe. Et quand ils sont allés là-bas, il y a eu des photos de fête durant cette... et on s'aperçoit à un moment qu'il y a une photo assez particulière où on voit 3 ovnis. On voit la Lune dans le fond, et 1, 2 et 3 ovnis. Et le troisième, qui ressemble à un cigare, quand on le mesure, il fait 8 km de long. C'est-à-dire, en gros, près de 20 fois, même plus, hein, 30 fois, la longueur d'un porte-avions. Et on imagine l'engin. Alors, est-ce que quelque part la technologie d'aujourd'hui est capable de pouvoir fabriquer une machine de ce genre? Non. Non, certainement pas. Mais dans ma vision à moi, je me dis qu'un jour, les hommes ont peut-être réussi à avoir un niveau technologique tel qu'ils ont pu fabriquer des vaisseaux de ce genre, quitter la Terre au moment où celle-ci était trop en train d'inverser ses pôles, soit en train de faire des tempêtes, j'en sais rien, ou des gros météores qui devaient arriver, qui savaient les détecter, et qu'une partie de l'élite humaine s'est sauvée de cette façon-là. Hein, on parle des grandes disparitions, d'espèces et autres, et pourquoi on n'y est pas disparu? Peut-être parce que justement, on a peut-être été protégé de cette façon, mais pas plus débile, ma théorie, que la leur, que des types qui viendraient d'ailleurs, dans un espace, pourquoi ne serions pas plusieurs? C'est quoi ces questions débiles? Il y a besoin d'être plusieurs. Pour témoigner du vivant, tu as besoin à tout prix que les extraterrestres sous la forme de pieuvres. Très joli alors ce film. Ah, j'ai bien aimé l'idée de l'écriture en particulier. Non, moi je pense que quelque part on s'est sauvé, on s'est protégé de notre planète à un moment donné, et puis on a appris à vivre sans la Terre, partis entre nous, et puis qui sont peut-être revenus pour initier des humains. Alors là, il y a quand même des témoignages, des artefacts qui parlent quand même des hommes venus de l'espace, qui leur ont montré les choses. Et dont, entre autres, les Anunnaki. C'est marrant, les Anunnaki, leur truc, leur business à eux, c'est l'or. L'or. Ils vivent sur une planète qu'on appelle Nibiru, je crois, je sais plus. Une planète qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir techniquement. C'est-à-dire, si tu fais ton truc, t'appuies 2, 3, 4, 27, hop, tu la vois. Autrement, non. Peu importe, on peut accepter tout ça. Et que eux, ils sont revenus sur notre planète, et c'est en poussant les animaux qui étaient sur place, des singes, à faire le boulot de ramasser l'or qui était sur Terre, voyant que ces singes étaient quand même un peu incompétents, et que ça a obligé ces gens-là à bosser, qui n'aimaient pas du tout. C'était tous à moitié des rois, des reines, des branleurs, et des branleuses, des gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, ont eu l'idée de faire de la génétique, à mélanger un gorille avec un peu de leur sperme, ou de leurs ovaires, peu importe, je ne sais pas s'il y a besoin d'ovaires, et ils ont fait, nous, moi, descendant de Nibiru, enfin, des Anunnaki, et c'est quand même particulier, quand même, qu'ils avaient besoin d'or, toujours. Pas regarder un peu les trucs, hein, c'est marrant, parce que ceux qui sont en place actuellement, là, ils pensent qu'à ça. Alors, l'or, des piscines d'or, des montagnes en or, l'Eldorado, parce que c'est obsédé par l'or. Mais bon, c'est certainement parce que c'est des Anunnaki. Hein. Et donc c'est ces Anunnaki, on peut être compte, qui nous ont fait, nous, les humains. On est passé donc de Lucie, là, le petit singe à 3 pattes, là, qui avait découvert le singe en chef, là, je ne me rappelle plus, qui est responsable, je crois, du musée à Paris, le musée des sciences, combien, là, tu sais, où il y a les T-Rex, tout ça, là.
a oublié son nom, là. Il a d'ailleurs appelé ce petit singe Lucie, parce qu'à l'époque, ils écoutaient les Beatles. Et c'était en hommage à la chanson de Lucie qui a des yeux de diamant, là. Euh, c'est ce qu'on a appris, hein. C'est qu'on peut quand même suivre un peu le truc. Et depuis le temps, j'ai eu quand même quelques petites infos différentes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on nous dit que, ben, pourquoi pas, qu'on descendrait peut-être d'extraterrestres, que les Américains en auraient des preuves. C'est vrai que les Américains ont des preuves de tout. Hein. Mais pourquoi nous le diraient-ils après tout, hein? Pourquoi nos maîtres, tout d'un coup, ça viserait à nous dire des choses? C'est juste parce que ça leur rapporte. Hein. Vous croyez franchement qu'on trouve, qu'on découvre des choses? Je vais prendre l'exemple de ce couple présidentiel français, dont on soupçonne la femme d'être un homme à l'origine. Même si on venait à en faire la preuve officielle, c'est-à-dire génétique, il n'y a aucun problème. On peut très bien voir exactement génétiquement ce qu'il en est. Qu'est-ce qui te permettrait de savoir que c'est vrai? Un laboratoire indépendant. Ah oui? Ah oui? Là, il y a un président là, qui était indépendant, là, un crack d'hélicoptère. Il y en a un autre qui était indépendant, un Premier ministre. Ah bon, 3 balles dans le buffet. Et tu crois qu'un laboratoire indépendant verrait tout, on lui permettrait en disant oh, excusez-nous, le laboratoire, il a tout dit, il fallait pas. C'est pas comme ça que ça marche. Du tout. La vérité, c'est un truc politique. Hein, c'est un truc des puissants. C'est eux qui disent voilà, on va emmener toute une génération vers la vérité. Aujourd'hui, la vérité, c'est les extraterrestres. Ça arrive doucement, ils vont doucement parce que quand même, il y a encore de la religiosité sur Terre. Et puis bon, il y a encore les vieux comme nous qui... et mon œil. Déjà, on est allé sur la Lune. Je me rappelle quand j'étais gamin, moi, donc c'est ça à la mère Mandée, donc la maman de mon oncle Taurissier, hein, qui a fait le STO, je sais un peu. Hein, qui avait une vieille dame, hein, cassée à l'angle droit, comme ça, était activée que j'étais aussi haute qu'elle, à part qu'elle était cassée en deux, là. Et je me rappelle qu'on lui avait dit, on allait voir, mamie, savez que les gens, ils sont allés sur la Lune? Elle nous regardait comme ça avec sa petite canne qu'elle tenait toujours à la main, avant nous menaçant. Oh, chaque démontrice, hein, chaque démontrice, chaque... Ben, elle était pas contente, hein. Ben, évidemment. Évidemment que tu pouvais pas être con. Écouter des bêtises pareilles à son âge. Hein. Déjà, elle est née sous Napoléon III. Hein. On a entendu un jour une voiture, elle a dû avoir peur. Téléphone, ça n'est jamais servi. La télé, il n'y en avait pas. Hein. Et le linge, elle avait ça dans une bassine. Si tu veux lui parler qu'on est allé sur la Lune. Encore moins que nous descendons directement des extraterrestres à nous l'acquérir. On voit bien quand même que dans tout ça, ce fatras d'infos de plus en plus débiles et profondes, donc pour seule mission de nous asservir. Moi, je sais rien, à vrai dire. Je sais rien, j'essaie juste de mettre un peu d'ordre en utilisant comme outil le bon sens, l'écoute, le respect. Je parlerais même, oui, de la connaissance, mais dans le sens de l'expérience. Pas des livres, machin, etc. Comme il y a eu l'écriture qui est arrivée, alors de ceux qui n'écrivaient pas avant, ils ont disparu. Ils n'existaient pas, puis ils n'ont pas écrit. D'accord. Et donc nous, en France, on a écrit, hein, et nous, c'était Gutenberg. Rappelez Gutenberg, 1400 et quelques. Un brave type qui a inventé l'imprimerie, là, tu sais, l'époque. En fin de compte, je trouve que la formation scolaire que j'ai reçue en tant que petit paysan, t'es sympa. Moi, je trouvais que ça m'allait bien. Et ce que j'aimais bien surtout, c'était que c'était comme mes copains. Oh, on savait tous la même chose. Et facile. Beaucoup, c'était facile à retenir. Puis au fur et à mesure qu'on avance, les vérités se déplacent. Dieu change de tête. Le médecin devient Dieu à son tour. Et puis aujourd'hui, les Anunnaki. Alors, de me demander à moi si quelque part on devrait qu'on va tous ces arrêter qui? Il y a des gens qui disent ouais, de toute façon,
Alors, les jugements, on va les avoir tous. Ce qu'ils ont fait à Covid, machin, je sais pas quoi. Ah ouais, hein, on est mieux là. Ah, c'est parti là. Je crois que dans le monde occidental, nous qui avons été éduqués, ma génération, il est interdit d'interdire. Il a fallu longtemps pour comprendre l'hérésie, la folie d'une vision pareille. Mais pourtant, maintenant on le comprend, hein, mais sur le coup, on nous l'a imposé. Ah oui, c'était la mode, bien sûr. On est passé des galettes là, en cire, où il fallait tourner la manivelle avec le pavillon. J'en ai eu, hein, comme j'adorais d'ailleurs le son. Ah, aujourd'hui, bon, la MP3, MP4, et puis plus que ça encore, d'avoir même le truc directement coincé ici sur la tête, et hop, t'as la musique en ligne. Hop, là, je suis Wagner. Hop, c'est Mozart. Là, c'est... Oh merde, c'est mal réglé. Oui, en une vie d'homme. Je trouve extraordinaire ma génération pour ça. C'est d'avoir pu vivre toute cette histoire. Sauf une, et que je redoute maintenant. C'est la guerre. Moi, je suis né juste après la guerre. Donc, avec toutes ces histoires qu'on ne raconte pas, toutes ces blessures qui sont là, qui ne se disent plus, puis qu'on retrouve plus tard. Et puis après, plus jamais ça, plus jamais ça. On a voté l'Europe, hein, pas moi, mais bon, sous le thème de Mitterrand avec une Kohl se tenant la main, plus jamais les Français et les Allemands se battront. Ah bon? Bon, bref, c'est comme ça qu'on nous a vendu beaucoup de choses. Nous, les peuples, toujours à travers des mensonges, des hypocrisies. Mais pour en revenir à tout ça, quelle est l'âme de tout ça? Est-ce que c'est réellement une race? Moi, je dirais que c'est un déviant humain, un rejeté peut-être, qui s'est exilé et qui a développé en lui de la colère et de la haine. Possible. C'est possible. Et que humain quand même, hein, malgré tout, c'est avec tous les trésors et toute la force et toute la puissance que c'est que d'être un être humain, ont pu développer à leur façon des petites tribus, développer, pourquoi pas, une spiritualité, une religiosité qui mettait en valeur leur souffrance, en accusant d'autres, et qui, petit à petit, ont corrompu d'autres souffrants qui pensaient que c'était plus juste quand même de souffrir maintenant, puisqu'après, ils vont être libérés au paradis. Et un autre qui dit, ouais, mais ça, c'est un peu dur quand même. Hein. Je peux avoir un bout de paradis tout de suite. Ah oui? Comment ça s'appelle? Voilà, oula, pas le droit. Moi, je veux bien essayer. C'est une blague, mais pas tant que ça. Parce que, comment on peut expliquer la folie des élites depuis toute l'histoire moderne de ce monde? 5000 ans de massacres, de dégénération, d'humiliation, d'esclavagisme, toutes les formes. Ouais, on a esclavagisé nos frères et nos sœurs. Oh, pas moi. Ouais, peut-être, sans m'en rendre compte. Ouais, bah, possible. Notre environnement, qu'on a asséché, tari, brûlé, coupé, enterré. D'où ça vient tout ça? Quelle est la façon d'en sortir? Il n'y en a pas 150 ans. Pour retrouver notre humanité. Notre humanité reliée au vivant de la vie. Et le chemin que je vois, aucun seul, j'appelle ça la vision de vie. Avancer dans cette autre vie en respectant toutes les vies qui sont autour de qui sont dans notre environnement. Toutes. Et si, dans notre environnement, nous n'arrivons pas à accepter, à accueillir toutes les autres vies, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon environnement, qu'il faut se décaler jusqu'à trouver cette harmonie
cet équilibre. Et il se fera vite. Il se fera très vite si c'est la volonté commune. Et cette volonté commune, elle arrivera lorsque l'humanité dans son grand ensemble aura été éradiquée à nouveau. Hélas. Et nous sommes témoins de ça, nous, les gens de ma génération, faisant passer du cheval à comment je dirais, à l'abolition de la mort, en même pas un siècle. Ça me passait des églises pleines, je dirais à la Gay Pride, tout ça. Je ne veux pas juger les choses, juste observer. Observer. On a fait ça. Et là maintenant, c'est les Anunnaki qui arrivent. Et que si le système a décidé qu'on doit passer par là, ben c'est évident que moi, peut-être pas, mais nos jeunes, nos plus jeunes, vivront avec cette réalisation-là, qui sont des descendants d'une expérience génétique, d'une espèce extraterrestre qui s'appelle les Anunnaki, passionnés d'or. Et il ne faut pas leur enlever l'or, ils en ont besoin à tout prix, hein, faut pas oublier quand même. Hein. Par contre, toi, tu creuses la terre pour le ramasser pour eux. Je sais, moi, une chose, en tout cas, que notre planète est vivante. Ah oui, bah, et créatrice. Et nous sommes co-créateurs avec elle de ce vivant. Et que le vivant, lui aussi, a ses inversions de pôle. Hein, il y a des moments où le vivant trouve une sorte d'harmonie, d'équilibre, à lui tout seul. Tout fonctionne. Puis à un moment, il y a une crise qui fait qu'on sait, parce que l'énergie, parce que ceci, cela, fait que le vivant se contorsionne, se déséquilibre à nouveau, en générant bien sûr toutes les catastrophes, qu'on peut appeler catastrophes régénérationnelles, qui lui est imposée à nouveau. Nous en sommes là aujourd'hui, pour retrouver certainement à un moment ou à un autre l'humanité, parce que moi je sais que l'humanité survivra toujours, la vraie, celle qui nous appartient à tous, aux Anunnaki, hein, oui, aux Anunnaki, hein, comme à moi, comme à toi, hein, cette chose universelle, infinie, éternelle, qui est la vie, équilibrée, reposée, en harmonie avec elle-même. C'est pas une bonne nouvelle tout ça? Merci pour cette très longue vidéo que j'ai voulu, comment je dirais, m'auto-censurer, mais j'ai essayé de ne pas rentrer dans les trucs, des explications qui, en fin de compte, satisfont mon ego, mes peurs, mes doutes, mes craintes. Et j'en ai, voilà, comme vous. C'est pas évident, mais voilà. Je prête attention à mon environnement direct, mon épouse, la nature qui m'environne, mes enfants dont j'aimerais être beaucoup plus près, les enfants en général. Je prête attention à ça. J'essaie de me poser en paix, en relation équilibrée et harmonique avec cet environnement-là. Il me semble que c'est peut-être le meilleur service que je puisse offrir au beau de moi-même, à la vivante vie, que certains appellent l'amour, et que moi je préfère appeler la vie. Vivante, libre et éclairée. Sur ces autres faits, merci de m'avoir écouté si longuement. Puis si vous faisiez la vaisselle en même temps, normalement ça va être fini, non? Allez, bye bye, je vous remercie.